Alors, on va répondre tout de suite à la question de Robert. Qu'est-ce qui justifie, selon la psy-ESO, un comportement perfectionniste au-delà de la moyenne? Est-ce en réalité la peur de l'échec et de ses conséquences, ou au contraire à cause d'un ego surdimensionné, ou les deux? Alors, pour une fois, je suis content parce que je vais parler d'un sujet de la psy-ESO qui est relativement connu, puisque un certain James Redfield, dans la prophétie des Andes, en a parlé. Hein, voilà. Bon, grâce à son travail, justement, il a un petit peu vulgarisé certains aspects de la psy-ESO, mais il a pris que certains aspects, parce que justement, sinon ça faisait un peu trop, et ça poussait les gens un peu trop à rentrer à l'intérieur, ils n'auraient pas trop aimé. Voilà. Donc, dans la prophétie des Andes, à un moment donné, on fait allusion à certains schémas, à certains comportements. Bon. Et c'est vrai que les gens, dans leur comportement, quand ils étaient petits, par exemple, bon, ils se sont aperçus que quand on les engueulait, ben, s'ils se mettaient à pleurer, ben, par exemple, ben, on s'arrêtait de les engueuler. Bon. Ils s'apercevaient aussi que s'ils avaient faim, s'ils demandaient à manger, on ne s'occupait pas d'eux, mais s'ils se mettaient à pleurer pour demander à manger, eh ben, on leur donnait à manger plus vite. Bon. Et donc ils ont orienté leur conscience, ils ont, on va dire, construit leur mental autour de ces mécanismes-là. Bon. Au départ, ces mécanismes sont appelés des mécanismes de défense. Autrement dit, je me mets à pleurer quand on me tape dessus, j'attendris la personne qui me tape dessus, donc elle arrête de me taper dessus. Ou alors j'ai faim, on ne s'occupe pas de moi parce que les adultes sont toujours en train de papoter, les gosses ils n'ont pas que ça à faire. Alors si je me mets à pleurer, à crier très fort, comme je vais les emmerder, ils vont s'occuper de moi, me donner à manger, et après ils pourront continuer à papoter. Donc ce sont des mécanismes de défense, c'est pour se défendre, c'est pour être en sécurité, etc. Bon. Mais le temps passe, et l'enfant s'aperçoit que ben, quand il pleure, non seulement il donne à manger, mais on peut lui filer aussi une sucette, si ce n'est pas l'air du repas. Ah tiens, on lui donne une sucette. Et il s'aperçoit aussi que s'il parle trop fort, qu'il fait trop le zouave, eh ben, on va s'occuper de lui, même s'il a besoin de rien. Alors il se dit, ben, tiens, là c'est plus pour se défendre, mais j'ai l'impression que je manipule un petit peu, là, maintenant, je peux lui faire un peu ce que je veux. Et là ça devient un mécanisme de domination. Donc comment un mécanisme de défense se transforme en mécanisme de domination? C'est qu'un enfant en grandissant réalise que ce qui lui servait préalablement à se défendre et à avoir le minimum vital pour ne pas mourir de faim, de froid, de chaud, etc. Bon, eh bien, finalement, il peut s'en servir pour d'autres choses. Donc, il élargit le spectre de l'activité mentale et il se dit, tiens, quand je fais ça, je peux non seulement obtenir à manger, mais aussi peut-être une sucette ou un bonbon. C'est intéressant. Donc, il reproduit ça, et comme ça marche, le subconscient en déduit, parce que le subconscient raisonne par déduction et association d'idées. Il se dit, puisque ça marche ça c'est l'association d'idées, hein, puisque ça marche là, pourquoi ça ne marcherait pas dans ce domaine-là, qui est un domaine limitrophe? Voilà. Et par déduction, on a déduit que si ça marche dans ce domaine, pourquoi ça ne marcherait pas dans tous les domaines qui sont autour? Hein, voilà. J'ai un voisin à droite, mais je peux avoir un voisin derrière, devant, et ce sont les domaines limitrophes mentaux. Et les domaines limitrophes mentaux sont toutes les activités annexes ou connexes, hein, qui sont reliées ou qui sont secondaires, et qui font partie d'un même processus global. Alors l'enfant il fait ça, il dit tiens, alors non seulement je peux avoir à manger, il le place à la droite, oh mais je peux avoir une sucette. Je peux demander d'avoir un paquet de bonbons, ça c'est, je le mets derrière, un paquet de bonbons qui me suivra pendant des jours et des jours. Je peux aussi prévoir dans 2 jours, etc. Et il place comme ça un petit peu, il a des mécanismes qu'il installe et il arrive un petit peu à faire un peu ce qu'il veut à ses parents. Voilà. Ou à la mère ou au père, il y a toujours un des deux qui est plus faible que l'autre ou qui se laisse volontiers baratiner plus que l'autre. Voilà. Bon. Donc dans le cas de, comment il s'appelle? Robert. De Robert, pardon. Dans le cas de Robert, son souci c'est qu'il est, comment il dit lui, son mot exact? Perfectionniste. Voilà, perfectionniste. Bon, c'est un mot. Alors c'est quoi être perfectionniste? Bon, ben, c'est quelqu'un qui a besoin de montrer quelque chose, hein, parce qu'on ne peut pas être perfectionniste que pour soi. Parce que justement, pour qu'on sache qu'une personne est perfectionniste, il faut rentrer chez elle, voir qu'elle est très propre, très rangée, il faut avoir affaire à elle, ou elle à nous, etc. Donc un perfectionniste est quelqu'un qui agit toujours, quoi qu'il en pense, pour les autres. Hein, ou en fonction du regard des autres, ou en fonction de ses attentes par rapport à ses autres. Donc un perfectionniste n'agit pas pour lui, contrairement à ce qu'on croit. On est propre pour soi, mais on n'est pas propre avec ostentation pour soi. Non, sur le fait avec ostentation, c'est que justement on veut que ça se voit. Donc une personne qui est riche et qui s'habille d'habits qui a un certain chic, hein, de marque, etc., bon, ben voilà, il s'habille d'une manière chic. Mais une personne qui prend les marques les plus chères, les plus connues, les plus les plus avec le gyrophare et tout pour dire vous avez vu ce que je porte, bon, ben là c'est une personne qui veut montrer sa richesse. On peut rouler avec une belle bagnole sobre,
mais on peut rouler avec une voiture aussi flashy, qui en jette, qui fait beaucoup de bruit, on arrive en dérapage, et comme ça on est sûr que notre arrivée elle passe pas inaperçue. Voilà. Donc un perfectionniste, c'est avant tout quelqu'un qui fait les choses pour les autres. Maintenant, on va dire, bon ok, pas tous c'est humain, oui c'est humain, mais ce qui est intéressant, puisque justement nous sommes humains et que c'est humain, est-ce que c'est humainement réalisable ce qu'on souhaite? Voilà la question. Parce qu'un perfectionniste, finalement, on peut être perfectionniste 2 jours et qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, on s'arrête. Or, le fait de rester perfectionniste sa vie durant, ça c'est intéressant. Pourquoi on est perfectionniste toute notre vie? C'est parce que toute notre vie, on essaye d'obtenir une chose que jamais on arrive à obtenir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que je vais donner un exemple simple. Je fais des efforts pour réussir un examen. 10 jours avant, j'étudie comme un âne, et 10 jours après, je me repose. Parce que voilà, 10 jours après, l'examen se passe, je ne vais pas continuer à étudier comme un bourrin, alors que de toute façon, ou alors je vais courir un 100 mètres à fond, parce que c'est les 100 derniers mètres, je viens de courir une course de fond, je ne vais pas m'asseoir 100 mètres avant d'arriver, donc je vais donner le maximum. Mais là, je suis perfectionniste. Le vrai perfectionnisme est un perfectionnisme avec adresse, et il dure dans le temps et dans l'espace. Mais dès qu'un perfectionniste nous accompagne notre vie durant, ça veut dire que notre vie durant, nous avons fait des efforts dans un sens précis sans jamais l'obtenir. Et pourquoi nous avons fait des efforts notre vie durant dans un sens précis sans jamais l'obtenir? Parce que ce sens précis, il n'a pas été précisément défini. Autrement dit, c'est comme si on faisait des efforts dans l'espoir de... on ne sait pas. On veut attirer l'attention, comment s'y prendre? Alors on essaye tout. Et toute notre vie, on est perfectionniste, on manifeste parfaitement ce désir d'attirer l'attention, mais on n'y arrive pas, et sinon on s'arrêterait. Une personne qui drague une jeune fille parce qu'il veut coucher avec, une fois qu'il est dans son lit, il arrête de la draguer. Ma foi, hein, voilà. Mais de la même façon, un mec qui va passer sa vie à draguer les nanas, même s'il est marié, même s'il a divorcé, qu'il s'est marié 10 fois, ça veut dire que ce mec, il n'a jamais trouvé la nana qu'il voulait. Et pourquoi il n'a jamais trouvé? Parce qu'il ne sait pas définir avec exactitude la nana qu'il voulait. Donc ce que je propose à Robert, c'est de méditer sur, non pas sur le fait de savoir si être perfectionniste ou pas dans l'absolu c'est bon, c'est humain, alors on est humain, ben ouais, on fait avec. Mais par contre ce qui est intéressant, c'est que s'il est perfectionniste, c'est qu'il vise un but. Mais si ce but il ne l'a pas clairement défini en sa conscience, ben, il ne l'atteindra jamais. C'est comme s'il cherchait un trésor sans savoir si c'est du pétrole, si c'est des pierres précieuses, si c'est des lingots d'or, il ne sait pas. Mais il sait qu'il cherche un trésor. Bon, mais là, son trésor, ou ce qu'il veut faire, il va attirer l'attention sur lui, mais pour obtenir quoi? Une reconnaissance, de l'amour, de la compassion, de la reconnaissance, de dire « Ah ben oui, tu as fait les efforts qu'il fallait ». Et ça, c'est la première version. Qu'est-ce que je veux? Après, la deuxième, parce que tout est double, auprès de qui? Ben oui, c'est quand on est compulsif comme ça et qu'on est perfectionniste, c'est comme vous montrer, généralement c'est à maman, à papa, au professeur, à notre patron, à notre frère, à notre soeur, ben nos proches. Bon, mais une fois que maman n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on choisit une femme, on essaie d'être perfectionniste avec. Et si possible, on choisit une femme qui ressemble à maman, parce qu'on va essayer de... Mais on ne peut plus, c'est fini, parce que maman n'est plus là. Donc on ne peut plus prouver quoi que ce soit maman, parce que maman elle a autre chose à faire, là où elle est, que de regarder et de dire « Bravo mon petit, c'est bien », surtout si on a 40 ou 50 ans. Donc ce que je lui conseille, c'est de trouver qu'est-ce qu'il essaye de prouver, petit a, et à qui, petit b. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.